Bonjour chers téléspectateurs d'Equinox Télévision, bienvenue à la revue des grandes unes en compagnie de nos invités que j'aurai le plaisir de vous présenter tout à l'heure. Pour le moment, visitons les journaux, les parutions de ce matin. Nous démarrons avec la nouvelle expression qui s'intéresse au sénatorial, la campagne électorale lancée. Eh bien, Conchou communique Augustin entre la vie et la mort. Le véhicule de l'ex-ministre a fait tonneau mercredi 21 mars 2018 à Bayangam, dans le département du Konki, alors qu'il se rendait à un meeting du RDPC pour les élections sénatoriales à Bafoussam. Il a été évacué à Yaoundé par voiture médicalisée de l'Université des Montagnes. Le journal nous fait savoir que c'est une défaillance technique du véhicule qui a donc poussé à cet accident. L'on fait savoir que l'une des roues avant de ce véhicule au niveau de Bayangam donc se serait détachée de la voiture alors qu'elle était en pleine allure, d'où ces nombreux tonneaux. Augustin Conchou, qui se trouvait à bord en compagnie de plusieurs autres personnes, a été donc en compagnie de ces personnes conduit à l'hôpital régional de Bafoussam et a par la suite acheminé du côté de Yaoundé pour les soins beaucoup plus appropriés. Le journal nous fait aussi savoir que son pronostic vital n'est pas engagé. On reste sur la sénatoriale pour évoquer donc ce questionnement au niveau du collège électoral entre discipline du parti et intérêt des populations. L'un des enjeux des élections sénatoriales de dimanche prochain sera la capacité des conseillers municipaux des différentes formations politiques à s'affranchir de la discipline du parti pour privilégier l'intérêt des populations. Le journal qui se projette donc sur l'issue de cette élection au regard de la forte majorité du RDPC dans le collège électoral et le journal qui donc mise sur une large victoire du RDPC et sur le chef de l'État qui devra donc parmi les 30 sénateurs à nommer composer avec les partis politiques d'opposition avec donc 3 sénateurs qui devront être nommés par région. Yaoundé et au moins 4 morts dans une école, une fausse alerte qui a provoqué un mouvement de panique causant une bousculade avec des écoliers qui se sont marchés dessus. Il s'est agi d'une représentation théâtrale à l'école publique d'Ekoudou qui s'est mal terminée, une représentation donc qui s'est terminée en tragédie en raison donc d'un mouvement de panique des jeunes élèves. L'opération Épervier et Kodengui qui accueille ces nouveaux pensionnaires. Le journal La Nouvelle Expression parle de Bruno Bokolo-Ibé, de Jean-William Solo, Douanja Aïna, entre autres et autres qui sont annoncés donc derrière les barreaux. Le journal Info Matin parle de ce drame d'Ekoudou et de l'école publique donc d'Ekoudou Yaoundé, non loin du quartier Briqueterie, avec 4 morts dans une bousculade, une 50aine d'élèves en soins intensifs dans plusieurs hôpitaux de la ville. Le journal lui aussi retrace les circonstances de cet événement dramatique. Paul Biya qui entame une visite de 2 jours en Chine. Nous sommes en diplomatie dans l'apparition d'Info Matin de ce jour. La rencontre prévue entre les 2 chefs d'État devrait permettre de donner une impulsion nouvelle à la coopération entre Beijing et Yaoundé. Le journal Le Popoli s'intéresse, lui, ce matin aux élections sénatoriales en zone anglophone et le journal qui fait savoir que les séparatistes menacent les conseillers municipaux avec donc à la une de ce journal une autorité qui s'exprimant devant le collège électoral constitué de conseillers municipaux dit qu'il faudra aller voter puisque l'État va assurer la sécurité et ses conseillers de retorquer qui assurera la sécurité de l'État. Le journal Essentiel, lui, se penche ce matin sur la coopération Chine-Cameroun. Et Paul Biya qui revient en Chine, le président de la République qui entame aujourd'hui une visite d'État de 3 jours en plus de la rencontre au sommet entre Paul Biya et Xi Jinping. Le séjour chinois devrait donner lieu à la revue d'une riche coopération et à la signature d'importants contrats de partenariat entre les 2 pays. Le journal Essentiel qui parle aussi de l'opération Épervier. L'épervier qui fait un carnage, Bruno Bokolo-Ibé, Jean-William Solo, lui
Max Aina Oanja qui sont à Nkondengui. Mutation parle de l'école publique d'Ekoudou et une bousculade qui fait des morts. Le journal fait savoir qu'au moins 4 élèves décédés et de nombreux blessés enregistrés hier à l'origine. L'organisation d'une représentation théâtrale dans cet établissement de Yaoundé. Et puis Cameroun Tribune qui nous parle de ce tête-à-tête entre Paul Biya et Xi Jinping, le président chinois. Au premier jour de sa visite d'État en République populaire de Chine, le président de la République s'entretient cet après-midi avec son homologue chinois. Le coprésidentiel sera par ailleurs l'hôte d'un dîner d'État offert en son honneur. Le journal qui propose donc le récit de ses envoyés spéciaux du côté de la Chine. Et puis on va sortir avec le quotidien de l'économie qui titre ce matin sur l'intégration économique. Les espoirs de la zone de libre-échange continentale sous la bannière de l'Union africaine. 44 pays ont signé un accord visant la levée des barrières douanières hier à Kigali, malgré l'absence du Nigeria. Le journal nous parle aussi de ce drame à l'école publique d'Ekoudou, racontant la scène et l'horreur vécue de ce côté-là. Voilà donc pour la revue. Et je retrouve sur ce plateau les invités. Camille Nelly, bonjour. Eric Massia Diomo, bonjour. Bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Et bonjour au nouveau ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi. Les journaux n'en ont pas beaucoup parlé, qui, après le Nord-Ouest, entame depuis hier une tournée dans l'Ouest. Ça veut dire qu'il est en train de marquer son territoire. Il est en train de faire le tour du Cameroun pour vraiment toucher du doigt les réalités. Moi, je pense que c'est la preuve d'une certaine obstination à prendre ses marques, à marquer sa présence sur le terrain et à chercher à comprendre ce qui se passe sur le terrain pour le nouveau ministre de l'Intérieur qu'il est. Moi, je pense que c'est très bien. Allez, en espérant que cela porte des fruits. Guy Hervé Fonga, bonjour. Bonjour, président Eric Marcia Dumo, et bonjour aux téléspectateurs qui prennent chaque jour un plaisir inégalé à regarder les unes qualitatives qui paraissent au Cameroun. Ce matin, j'ai du mal à dissimuler ma peine et mon inconfort. Les recteurs que j'ai eus à l'université de Douala, Bruno Bekolo-Ebe et Dieudonné Yono, ont été interpellés tous dans le cadre de l'opération Épervier. J'ai eu la chance de les avoir comme recteur quand j'étais à l'université. Je n'ai pas envie de croire qu'il y a un malheur à diriger l'université de Douala et que ils seront peut-être innocentés, que les choses se passeront bien pour eux. Finalement, des enseignants supposés être des modèles qui se retrouvent dans des fautes de gestion et des affaires de détournement, ça craint aussi pour l'enseignement, d'une façon. Totalement, ça craint. C'est pour ça que j'ai eu du mal à dissimuler mon inconfort. C'était quand même du passage Bruno Bekolo et Dieudonné Yono. Quand je l'ai arrivé, nous étions de ceux qui étaient montés au créneau pour célébrer son arrivée, sa venue et tout ça, au regard du passé qu'il traînait avec lui comme quelqu'un d'assez probe et intègre. Donc on est tous, certains ont été surpris du fait qu'il soit interpellé. Donc j'ai pas envie de croire que l'université de Douala c'est une boîte à Pandore qu'on met à la disposition des universitaires. Parce que de manière successive qui passe à la trappe, ça laisse quand même à désirer. Voilà, l'opération Épervier est de retour. Les journaux en parlent depuis la semaine dernière. Les journaux qui annonçaient justement l'imminence de l'interpellation de nouvelles personnalités. C'est désormais chose faite puisque ce matin, la Nouvelle Expression nous parle de l'opération Épervier de Kondengui, qui accueille ces nouveaux pensionnaires. En dehors de la Nouvelle Expression, note que plusieurs autres journaux, notamment L'Essentiel, parlent du carnage que fait l'Épervier qui est de retour. L'Épervier est de retour, oui, on le voit bien, et les journaux étaient déjà en train d'annoncer, depuis le dernier remaniement ministériel, étaient déjà en train d'annoncer des arrestations, et ces arrestations sont survenues hier, et paraît-il, semble-t-il, elles ne sont pas terminées, parce qu'on nous dit qu'aujourd'hui sont attendus devant le tribunal criminel spécial, M. Bemengue, le professeur Robert Nkili, et tout ça. Mais au regard de ces interpellations, je reste toujours sur ma position, sur ce que je vous ai dit mardi, c'est-à-dire que cette
théâtralisation des arrestations. Vous savez, par exemple, monsieur Bemenge qu'on convoque aujourd'hui, alors monsieur William Solo, qui est arrêté aujourd'hui alors qu'il a été débarqué de Kamouato depuis 2 ans et demi ou 3 ans, ou alors monsieur le professeur Kili, qui est sorti du ministère des Transports depuis 3 ans, et au moment où il sortait, on parlait de la surfacturation des MA60 et tout cela. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'on vient l'arrêter dans le cadre d'une grande opération, d'une grande NAS qu'on a lancée. Et cette NAS, hier, elle a pris un premier contingent. Aujourd'hui, on est en train de voir d'autres qui sont déjà convoqués devant le tribunal criminel spécial et qui certainement vont monter sur la charrette, parce que nous allons nous retrouver dans cette situation pendant la Révolution française. Vous savez, les gens qu'on allait guillotiner, quand on voyait, ils étaient embarqués sur une charrette et tout Paris les voyait passer sur la charrette en direction de la guillotine. Donc, c'est une deuxième fournée de charrettes qui est en train de se préparer aujourd'hui. Et c'est pour ça que moi, quand je parle de théâtralisation de ces arrestations, je ne comprends pas pourquoi, au moment où on est en train de parler d'erreurs de gestion et de détournement, on les a laissés en place 1 an, 2 ans, 3 ans, et ensuite on les a débarqués. Ils sont restés au quartier, ils sont en train de vivre leur vie, et 3 ans plus tard, ou on alors les de rappelle. vivre une sorte de torture psychologique. Oui, psychologique, oui, mais seulement le problème, c'est que pourquoi ne pas les interpeller au moment où les fautes de gestion, d'ailleurs, qu'on n'arrive toujours pas à distinguer des détournements, ont été constatés. Pourquoi les laisser? Pourquoi les procédures traînent-elles? Pourquoi attendre un moment où on va arrêter tout le monde en même temps? C'est pour ça que moi je pense que c'est comme une sorte d'opération qui est là pour tenir le public en haleine, et c'est-à-dire qu'on jette au public comme un os à ronger en se disant que bon, voilà les voleurs, regardez, ils vont en prison, ils sont en prison aujourd'hui, les gens se mettent à jubiler, et les journaux se mettent à tirer sur 4-5 colonnes à la une, voilà tel et tel autre qui sont en prison aujourd'hui. On se demandera toujours ce que rapporte cette opération Persier. Voilà, on se demandera toujours ce qu'elle rapporte. Toujours est-il que ce sont des personnalités quand même d'un certain calibre qui une fois encore ont été touchées. Est-ce qu'il y a déjà une ou des leçons à retenir de ce retour du rapace qu'est l'épervier d'IRV? Non, la principale leçon à retenir, à mon sens, c'est que j'ai le sentiment qu'on est dans notre système juridique, qu'on a atteint la forme la plus achevée de l'inertie. Parce que ceux qui sont arrêtés aujourd'hui, les dénonciations ont été longtemps faites par la presse. Certains journalistes sont même morts, ont été arrêtés, ont été emprisonnés, sont morts en prison parce qu'ils faisaient ce type de dénonciation en rapport au détournement de tous ceux qui sont interpellés aujourd'hui. Et donc ça pose quand même les questions sur le temps de la justice. Et c'est un peu gênant. On a l'impression d'assister à une sorte d'arrivée du médecin après la mort. Et moi, moi j'étais un peu amusé quand je fais le parallèle avec aujourd'hui ce qui se passe avec l'affaire Sarkozy. Des dénonciations ont été faites pendant très longtemps. Et jusqu'à il y a 24 ans encore, le fils de Sarkozy rappelait qu'il avait interpellé la justice française en indiquant qu'il avait des documents précis de toutes les transactions qui avaient été faites par Sarkozy, sauf qu'il n'a pas été entendu. Donc on revient plusieurs années après nous rappeler ce qui était dans... Et c'est exactement ce qui se passe dans notre environnement. Ce qui se passe aujourd'hui a été longtemps dénoncé par la presse. On se demande, parfois on est obligé de croire que c'était des calculs politiques. Il y en a qui parlent depuis quelques heures d'épuration ethnique. Bon, je vais pas pousser le bouchon jusque-là, mais toujours est-il que ces dénonciations, pour ceux qui suivent l'actualité de près, ne sont pas nouvelles. Le doyen parlait de William Solo. Il était débarqué, mano militaire comme un malpropre. C'était assez révoltant. Donc la théâtralisation à laquelle on observe aujourd'hui est un peu malsaine. Parce qu'avant l'arrivée de... Aujourd'hui, on a la NIF. On a le TCS, on a la CONAC. Il n'y a jamais autant de détournements qu'avant ces organismes d'habitants. On demande bien à quoi tous ces organismes servent. On a créé autant d'organismes, il y a toujours autant de détournements, il y a toujours un enrichissement aussi flagrant et insolent, alors que des organismes précis ont été créés pour justement encadrer la gestion de la fonction publique. Mais les gens sont plus avares qu'avant. Voilà. C'est quand même assez incroyable. Il y a plus d'affaires de détournement, il y a plus, un peu plus de fautes de gestion qui sont cumulées. Alors, de nouvelles personnalités sont attendues aujourd'hui. On a cité notamment Robert Kili, on a cité M. Bemenge, l'ancien patron de l'ART au Cameroun. Est-ce que ces personnes qui devront passer devant le TCS, est-ce qu'on devrait s'attendre à de nouvelles détentions? Est-ce que systématiquement, voilà, le fait de passer au TCS signifie
qu'on va se retrouver en Kodengui pour ces personnels? Généralement, quand on passe dans le TCS et que plusieurs mois, plusieurs années, depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, on vous annonce du côté de la prison, ça veut dire que c'est votre tour. Vous n'avez pas beaucoup de chance. Il n'y en a pas beaucoup qui ont été convoqués devant le TCS. Mais il faut dire, par exemple, M. William Solo, avant d'être interpellé hier, avait fait plusieurs passages devant le TCS, sans pour autant qu'on l'envoie en prison. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que il est certain... Il y a un ministre en fonction qui est rentré, qui est parti, qui est rentré le soir, donc il s'est pas appelé. Oui, le ministre Bapès. Donc on peut y aller retourner. Paix à son âme. Mais seulement, moi je m'étonne, par exemple, pour le cas, moi je ne suis pas magistrat, je ne juge pas, je ne tranche pas, pour le cas, par exemple, du professeur Robert Kili. C'est-à-dire qu'au moment où il était en fonction, comment tout le monde a vu, et avec des documents publiés dans les journaux, comment il y a eu surfacturation flagrante des 2 avions chinois. Il est sorti, il est resté tranquille, ça fait 3 ans qu'il est là, qu'il est sorti. Bon, il y a peut-être la procédure qui est en train d'avancer, mais c'est 3 ans plus tard qu'on vient l'interpeller pour le traduire devant le tribunal. Le temps de la justice. Oui, mais le temps de la justice, vous savez, moi je pense que le temps de la justice, c'est un temps qui doit être limité dans le temps et dans l'espace. On ne peut pas commettre une infraction aujourd'hui et attendre 50 ans pour la juger. Ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui, bon, tout à l'heure, Guy Avefong a dit que dans les réseaux sociaux, on parle d'épuration ethnique parce que certains estiment, par exemple, que dans la fournée d'hier, tous les 4 ou 5 inculpés sont tous de la Mifou à Famba. Bon, mais seulement, épuration ethnique faite par qui? Vous savez, il n'y a qu'une seule. Pas les adversaires politiques, évidemment. Bon, mais les adversaires politiques, les adversaires politiques qui sont eux-mêmes de la même ère géopolitique. Moi, je pense que dans cette histoire-là, il y a une victimisation qui commence à aller. Il y a des gens qui commencent à avoir peur. Il y a des gens qui estiment que non, trop c'est trop. Mais seulement, on oublie aussi que toutes ces personnes ont été des responsables et que individuellement, ces personnes ont des comptes à rendre. Mais seulement ces comptes n'ont peut-être pas été mal exploités parce que quand on regarde, par exemple, les comptes rendus du contrôle supérieur de l'État. Le contrôle supérieur de l'État lui-même qui a du mal à faire le distinguo entre la faute de gestion et le détournement. Et ensuite, c'est 2 ou 3 ans plus tard qu'il rend son compte et il met ses comptes. Alors, comment voulez-vous donc qu'une personne qui était aux affaires, qui ne l'est même plus, qui n'est plus aux affaires, qui était déjà débarqué, et maintenant vous sortez un document, un rapport sur sa gestion. Ça devient malsain. C'est pour ça que j'étais en train de dire tout à l'heure que je me pose des questions sur l'opération Impervi. Cette opération Impervi, vous en souvenez, Éric Machel-Diomont, qui avait été déclenchée du fait qu'on avait dit que il y avait, les Américains avaient découvert que des Camerounais avaient des comptes offshore qui étaient chargés, et on avait même donné des noms. Mais depuis qu'on arrête des gens, on n'a jamais vu quelqu'un, on n'a jamais parlé d'un compte de quelqu'un où l'argent a été récupéré. On se demande donc aujourd'hui. Il y a des gens qui pensent dur comme fer que c'est une affaire de règlement de compte politique. Mais n'oublions pas que ces gestionnaires aussi, la plupart de ces gestionnaires sont loin d'être blancs comme neige. Allez, on va évoluer avec un autre sujet qui est longuement revenu dans les parutions de ce matin. Il s'agit des élections sénatoriales. Alors, la nouvelle expression qui parle de campagne électorale, contre Gomeni, entre la vie et la mort, il y a un autre qui se rendait justement à un meeting du côté de Bafoussam. Et le journal parle aussi de sénatorial, entre discipline du parti et intérêt des populations. Est-ce que véritablement vous pensez, au regard de ça, que les conseils municipaux qui constituent le collège électoral seront véritablement partagés entre ces 2 pistes? Non, il faut dire que les conseillers municipaux savent exactement ce qu'ils ont fait. Hein. Encore que pour l'essentiel, les conseillers municipaux, ils appartiennent au RDPC. Et donc, pour le cas d'espèce, ils ont évidemment reçu les consignes et ils vont s'atteler à respecter la discipline du parti. Je veux dire que c'est une élection qui est quasiment gagnée d'avance par le RDPC. Je ne trahis pas un secret en disant que si vous prenez le centre, l'Est par exemple et le Sud, où tous les conseils municipaux sont du RDPC, c'est valable pour le Sud. Donc il n'y a pas de raison qu'un parti d'opposition s'amuse à s'aventurer dans ces régions-là. Donc je veux dire que c'est quasiment gagné d'avance de manière naturelle parce que les électeurs sont connus et ils appartiennent pour la plupart à un parti politique. Donc de ce point de vue, pour moi c'est pas une élection à véritable enjeu parce que l'opposition a démissionné il y a de ces régions-là il y a quelques années. Et puis cette élection pour moi est révèle le vrai visage de nos partis d'opposition qui ont souvent l'impression que les partis politiques c'est un espace de théâtre où on vient se donner un spectacle. Ce n'est pas sur Facebook ni sur le plateau de télé du dimanche
qu'on donne la voix et qu'on essaie de s'imposer chez les populations. Mais il faut être présent sur le terrain. C'est la partie la plus importante. Beaucoup de nos dirigeants, malheureusement, sont plus sur les réseaux sociaux que sur le terrain. Et on verra à travers ces sénatoriales que ceux qui sont présents sur le terrain de manière naturelle, en portant les élections la main. Et en espérant que, parce que Abdoulaye Babale quand même nous a rassuré que les élections se dérouleront, même dans les endroits qui sont un peu... Justement, cette une du journal Le Populi, un peu tendu, qui parle de sénatorial en zone anglophone, voilà, et les séparatistes qui menacent les conseillers municipaux, finalement entre le marteau et l'enclume, ces derniers dans ces zones. Oh, disons que ces zones sont assez insécures et je sais que des dispositions spéciales ont été prises pour assurer la sécurité autour justement des bureaux de vote qui ne sont d'ailleurs pas nombreux. Vous savez que par exemple à Douala, il n'y a qu'un seul centre avec 2 bureaux. Donc ce sera assez c'est facile à sécuriser. Ce sera facile à sécuriser. Donc, mais bon, l'autre problème, c'est-à-dire quand on dit qu'on menace les séparatistes, menacent les conseillers municipaux, c'est peut-être que ceux-ci auront peur de sortir de leur domicile pour aller voter. C'est à ce niveau-là. Mais moi, je reviens à la question de la nouvelle expression sur l'impact c'est-à-dire que sur la démarche des électeurs par rapport aux considérations de leur conscience et de l'intérêt des populations. Moi, j'en parlais hier justement avec Manu Djemba, que vous connaissez, un grand journaliste. Je lui posais la question, mais dis-moi, tu penses que les élus municipaux du RDPC pourraient voter contre le RDPC? Mais il a d'abord rigolé, il m'a dit que non, il y a d'abord une première question, à savoir la première considération qu'il faut, c'est que l'action du sénateur n'a aucun impact sur la commune, sur la population, et même sur le conseil municipal. C'est plutôt eux, les conseils municipaux, qui ont plutôt un impact sur la population. C'est d'eux que les populations entendent beaucoup de choses. Et quand on en a parlé, parce que lui qui est un grand connaisseur des histoires de communes, moi j'ai compris qu'effectivement, au-delà de tout ce que l'on voudra raconter, ce sont les conseillers municipaux qui vont aider, mais seulement la consigne pour aller dans le sens de guerre, la consigne du parti va faire que le RDPC part gagnant. Et des consignes, et moi je verrais mal sur 1000, par exemple, conseillers municipaux, si le RDPC en a 700, on voit mal comment moins de 600 ou 700 pourraient voter contre les voilà, candidats. Ceux qui pourraient le faire représenteront simplement des cas isolés. Tout à fait. Alors, on sort assez rapidement avec cette autre actualité, la visite de Paul Biya en Chine. Ils ne sont pas nombreux, les journaux qui se sont longuement étendu là-dessus, le journal Essentiel. Voilà, on a fait ça une, tout comme Cameroun Tribune. Que faut-il attendre de ce tête-à-tête tout à l'heure, dans l'après-midi, entre Paul Biya et Xi Jinping? Aujourd'hui, la Chine fait partie des dragons, des puissances avec lesquelles il faut compter. C'est quand même la 6e fois que le président Paul Biya se rend en Chine. La Chine, c'est un partenaire historique du Cameroun. On va quand même rappeler que la Chine a investi plus de 3 000 milliards depuis que nous l'écoutons et les fréquentons. Et donc, même si on peut arrêter le petit... L'absence des hommes d'affaires. L'absence des hommes d'affaires. Le petit... en communication, on parle de bruit qu'il y a eu dans ce voyage présidentiel là, mais le président, un diplomate qu'il est, saura obtenir encore que nous sommes une année assez délicate. On a vraiment besoin d'argent. Il y a une élection électorale et on prépare une série de 5 élections au moins. On prépare la CAN, etc. Donc on a vraiment besoin de financement, de soutien pour tenir le cap. Et on a une guerre qui coûte cher. Quelqu'un me rappelait encore que cette guerre coûte près de 400 millions de francs tous les mois à l'État camerounais. Et donc, il faut dire qu'on a besoin plus que jamais d'argent pour tenir et faire face à tout ce que nous allons rencontrer dans les mois à venir. Oui, mais tel que présenté par Guy Arfet-Fongan, on nous donne l'impression que Paul Biya va en Chine avec une sébille en main. Non, je ne pense pas. Je pense que la Chine et le Cameroun ont des relations qui sont multiséculaires. Vous savez que la première visite d'un président camerounais en Chine, c'était en 1963. La 6e fois qu'il y va, je l'ai dit. Non, je parle d'abord de la première, ça date de 1963. Non, ça veut dire que c'est vieux, la relation entre le Cameroun et la Chine. Et à ce moment-là, Aïe qui était le premier président africain à aller rencontrer Mao, on lui a demandé qu'est-ce qu'il va faire là-bas. Il a dit non, on ne peut pas négliger 1 milliard d'individus. Aujourd'hui, la Chine n'est pas seulement un géant par rapport à sa population, mais par rapport à sa puissance financière aujourd'hui. D'ailleurs, on n'a qu'à voir tout ce que la Chine fait, non seulement pour le Cameroun, en Afrique et à travers le monde aujourd'hui. Donc, le voyage du président Biya, certes, il a un arrière-fond économique, mais c'est surtout pour renforcer la relation qui existe entre ces deux pays. Allez, merci Guy Hervé, merci Camille, merci à vous, chers téléspectateurs, d'être restés en notre compagnie. Demain, un autre jour, nous serons là. Entre-temps, je vous souhaite une très belle suite des programmes sur Equinox Télévision.